La maladie cœliaque est une maladie auto-immune systémique. Elle résulte d'un dérèglement du système immunitaire. Elle est déclenchée par l'ingestion de gluten, une protéine présente dans certains céréales, principalement le blé, le seigle et l'orge. Chez certaines personnes génétiquement prédisposées, en particulier celles qui possèdent certains marqueurs génétiques appelés HLA-DQ2 ou HLA-DQ8, la consommation de gluten provoque une réaction immunitaire anormale. Cette réaction immunitaire anormale se produit au niveau de la muqueuse de l'intestin grêle, où le système immunitaire réagit de manière excessive à des fragments de protéines appelés prolamines, notamment la gliadine, une composante du gluten. Cette réaction entraîne une atrophie des vélocités intestinales, ainsi qu'une augmentation du nombre de lymphocytes dans l'épithélium intestinal. Ces modifications perturbent l'absorption des nutriments, ce qui peut conduire à un syndrome de malabsorption qui se manifeste à la fois par des signes cliniques ou par des anomalies biologiques. L'épidémiologie de la maladie cœliaque montre que sa fréquence réelle est largement sous-estimée. En effet, ce qu'on observe en clinique, c'est-à-dire les cas diagnostiqués, ne représentent souvent que la partie visible de l'iceberg. Les Chinois et les Japonais sont beaucoup moins touchés car ils possèdent très rarement le gène DQ2. Toutefois, dans les rares cas où un individu dans ces populations porte le gène DQ8, il peut tout de même développer la maladie. La maladie cœliaque peut survenir à tout âge, que ce soit chez le nourrisson, l'enfant, l'adulte ou même chez les personnes âgées. Il n'y a donc pas de période spécifique à risque. Une fois le diagnostic est posé, le traitement repose entièrement sur un régime strict sans gluten. En général, l'exclusion de gluten entraîne une amélioration progressive des symptômes, avec une régénération de la muqueuse intestinale. La maladie cœliaque résulte d'une interaction entre plusieurs facteurs génétiques, environnementaux et immunologiques. Le principal facteur de prédisposition est génétique. En effet, la majorité des patients atteints de la maladie cœliaque possèdent des gènes spécifiques du système HLA, comme on a dit précédemment, en particulier les gènes HLA-DQ2 et HLA-DQ8. Cependant, le fait de porter ces gènes ne signifie pas automatiquement que la personne va développer la maladie. Il y a d'autres facteurs environnementaux qui semblent influencer le risque de développer la maladie. L'allaitement maternel pourrait avoir un rôle protecteur, bien que les études sont encore partagées sur le point. La date d'introduction du gluten dans l'alimentation de nourrissons joue aussi un rôle. Enfin, certaines infections virales, notamment à un jeune âge, pourraient perturber la barrière intestinale ou stimuler le système immunitaire, facilitant ainsi l'apparition de la maladie. Un autre élément clé dans le processus inflammatoire est l'interculine 15 ou l'IL-15. Cette substance produite par les cellules de l'intestin contribue à endommager les cellules intestinales et à entraîner l'inflammation chronique. Elle joue aussi un rôle important dans la persistance des lésions intestinales, même après l'exposition initiale au gluten. Donc la maladie cœliaque est le résultat d'un déséquilibre entre une susceptibilité génétique, des déclencheurs environnementaux et une réponse immunitaire inappropriée, menant à une inflammation chronique et des lésions de l'intestin grêle. Lorsque la maladie cœliaque n'est pas diagnostiquée ou que le régime sans gluten n'est pas correctement suivi, certaines complications peuvent survenir, parfois très graves. Ces complications sont plus fréquentes dans les formes dites réfractaires, c'est-à-dire lorsque les symptômes persistent malgré l'arrêt total de gluten. Première complication, les ulcérations duodénogénales. Ce sont des lésions ulcéreuses qui apparaissent dans la partie haute de l'intestin grêle, notamment au niveau du duodénum et du jejunum. Elles sont généralement observées dans les formes sévères et réfractaires et peuvent provoquer des douleurs, des saignements ou des troubles de l'absorption. Deuxième complication, l'infiltration collagène de la paroi intestinale. Dans certaines situations très rares, on observe un épaississement anormal de la paroi intestinale dû à une accumulation de collagène. Cette forme est appelée spru-collagène et entraîne une altération plus marquée de l'absorption des nutriments. Troisième complication, l'hyposplénisme. Il s'agit d'un fonctionnement réduit de la rate, un organe impliqué dans la défense immunitaire. On l'identifie souvent par une diminution des lymphocytes ou les globules blancs circulant. Ce déficit immunitaire peut exposer le patient à un risque accru d'infection et d'autres choses. Quatrièmement, la cavitation mésentérique. C'est une complication très rare caractérisée par la formation des cavités contenant des ganglions lymphatiques hypertrophiques et elle est souvent liée à une inflammation chronique du mésentère. Finalement, des lésions maniles. Dans les formes prolongées ou mal contrôlées de la maladie, le risque de développer certains types de cancers augmente, notamment le lymphome T de Grêle qui est la complication la plus fréquente et la plus redoutée dans ce contexte.
Le lymphome non-hodgkinien, une autre forme de cancer de cellules lymphatiques qui peut toucher l'intestin. Les carcinomes épithéliaux, qui sont des cancers issus des cellules de revêtement de l'intestin. Finalement, des adénocarcinomes, qui peuvent toucher non seulement le grêle, mais aussi d'autres organes comme le sein. Donc ces complications montrent à quel point que le respect strict de régime sans gluten est très essentiel, non seulement pour soulager les symptômes, mais aussi pour prévenir l'évolution vers les formes graves. On va parler du diagnostic positif, des symptômes cliniques et d'autres choses dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.